Bonjour à toutes et tous et merci d'être venus. Bienvenue dans les locaux de 50 Partners. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, 50 Partners, c'est à la fois un accélérateur et un fonds d'investissement qui est backé par des entrepreneurs expérimentés. On existe depuis une douzaine d'années maintenant et on accompagne en tout, depuis 12 ans, une centaine de startups innovantes. Merci d'être venu ce soir. Pour rappel, le sujet, c'est l'IA et l'IA générative. Quelle stratégie d'intégration dans les entreprises? En fait, on a choisi de traiter ce sujet parce qu'on entend beaucoup parler de l'IA générative et on entend vraiment beaucoup parler, mais parfois c'est un peu difficile de savoir par où commencer quand on est une entreprise, que ce soit un corpo ou une start-up. Du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de vous donner des tips opérationnels afin de l'intégrer au mieux, à la fois dans votre product development et dans vos équipes afin d'améliorer process et productivité. Donc pour ça, comme je vous disais, on aura deux parties dans cette table ronde. Donc une partie sur l'intégration de l'IA dans le product development et une autre partie sur l'intégration dans les process au sein de vos équipes. On va commencer par une présentation de nos speakers d'exception, si ça vous va. Vas-y Laetitia, je te laisse commencer. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Laetitia, moi je suis une ancienne entrepreneuse. J'ai construit, développé un cabinet de conseil en data et technologie par le passé que j'ai quitté aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que je me consacre à l'IA et en ayant repris le sujet de façon très opérationnelle avec des sujets de data science. Et aujourd'hui, j'accompagne des entreprises dans l'adoption de l'IA en construisant notamment des produits, des features, enfin, soit en faisant de la formation, de l'évangélisation, soit en construisant des features, en développant des produits IA au sein de ces entreprises. Bonjour, je suis Florian Douetto, je suis le CEO et j'ai cofondé une start-up qui s'appelle Dattaiku, pas une start-up, pardon, et du coup, parce que maintenant ça a 11 ans, du coup je suis trop vieux, et qui fait une plateforme d'intelligence artificielle pour les entreprises. Bonsoir à tous, ravi d'être ici. Je m'appelle Thomas Rolf, je suis Chief Product Officer chez Alan. Notre mission, c'est de prévenir, d'assurer et d'accompagner nos membres au quotidien. Donc, on est une start-up de la santé qui a un peu plus de 8 ans désormais, assez connue sur la place parisienne. Donc, dites-moi si vous voulez en parler par la suite, mais ravi d'être là ce soir. Merci et merci pour l'invitation. Donc Isabelle Bénard, je suis aussi Chief Product Officer chez Miracle. On permet à des grandes entreprises, des distributeurs comme Macy's, Leroy Merlin, d'adopter l'économie de plateforme et de lancer leur propre marketplace. Super, merci beaucoup. On va commencer par une petite question d'introduction pour toi Laetitia. Dans le cadre de tes activités, quand tu conseilles les entreprises, par où est-ce que tu leur conseilles de commencer pour intégrer l'IA et l'adoption de l'IA? Alors, ça va paraître un peu bateau et je vais répondre très humblement, parce que le sujet est nouveau pour beaucoup de monde. Mais de façon très bateau, la première recommandation que je fais, c'est de mettre les collaborateurs dans une situation où ils vont pouvoir tester et expérimenter par eux-mêmes. On a aujourd'hui en face de nous une machine qui parle notre langue, mais ce n'est pas parce qu'elle parle notre langue qu'elle se comporte toujours de la même façon qu'un humain. Et c'est une révolution aussi qui, je pense, va arriver beaucoup par le bas dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'automatisation des tâches, et les premières tâches qu'on va automatiser, généralement, c'est des tâches qui sont menées par des collaborateurs très opérationnels. Si ces collaborateurs opérationnels n'ont pas les mains dedans, qu'ils n'arrivent pas à appréhender le sujet, je pense qu'on va rater les choses, ou en tout cas, on va aller moins vite. Si je fais parallèle avec les logiques de produits, quand on veut développer un produit, la première chose qu'on fait, c'est de demander l'avis à ses utilisateurs de quoi ils ont besoin. Et les utilisateurs de l'IAGen, souvent, c'est les collaborateurs directement. Donc si on met cette technologie dans les mains des collaborateurs, ils vont pouvoir donner plus d'insights pour derrière pouvoir construire. Et donc, permettre à ces collaborateurs de mettre les mains dedans et de jouer, ça peut se traduire par des licences, ça peut se traduire par du temps, ça peut se traduire par des démonstrations pour favoriser l'idéation. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'ils puissent jouer avec. Une fois qu'ils jouent avec, généralement, des idées de cas d'usage, il y en a qui arrivent, beaucoup. Et à ce moment-là, il va falloir commencer à structurer. Et quand je parle de structurer, c'est structurer autant d'un point de vue business que d'un point de vue technologique.
Ma grande reco à ce moment-là, c'est de mettre en place des choses un petit peu régulières avec des équipes métiers et techniques autour de la table pour pouvoir co-construire ensemble la roadmap, la vision, les produits, les IA, les futurs, les assistants, les agents qui derrière vont permettre de développer la productivité, la qualité, etc. en fonction des objectifs des cas d'usage. Donc en fonction de l'entreprise, ça se met en place de différentes façons, mais globalement, après avoir expérimenté à un moment ou à un autre, il faut structurer pour que les choses aillent dans le bon sens. Et quand je dis business et technique autour de la table, évidemment, si c'est une société qui a des équipes sécurité et juridique qui ont leur mot à dire dans le sujet, on les met aussi autour de la table pour pouvoir adresser tous les sujets. Et le dernier point aussi que je vous invite à faire, c'est qu'à un moment, il faut choisir les cas d'usage sur lesquels on va se concentrer, prioriser et capitaliser derrière. Ce cas d'usage, on entend beaucoup parler de productivité. Effectivement, c'est un sujet important. Quand on automatise des tâches, on va plus vite, mais il y a aussi des sujets de qualité. Et je pense que les deux sont à prendre en compte ensemble. Quand l'IA ne permet pas seulement d'aller plus vite, elle doit permettre aussi d'augmenter, d'améliorer la qualité, l'excellence opérationnelle, donc la qualité, pour pouvoir se généraliser derrière. Et donc là, on est sur des sujets très internes quand on dit ça comme ça, mais je pense qu'il y a des réflexions qui sont à avoir aussi à un niveau un peu plus macro sur le core business de l'entreprise. Je pense qu'il est aussi utile de se poser la question sur ce que ça peut changer, ça va changer dans une logique offensive et dans une logique défensive. Dans une logique offensive, c'est est-ce qu'il n'y a pas par hasard des parts de marché supplémentaires à aller chercher qui sont devenues possibles, ou en tout cas plus accessibles grâce aux dernières nouveautés. Et puis d'une logique défensive, est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui, arrivant au milieu de nulle part, avec une approche différente, va pouvoir aller récupérer, grappiller des parts de marché qu'on a déjà. Je pense que les deux réflexions sont à avoir. Super, merci Laetitia. Ça nous permet d'introduire la première partie de cette table ronde sur l'intégration de l'IA dans son product development. Et du coup, ma question s'adresse à Florian, Thomas et Isabelle. Avez-vous intégré de l'IA dans vos produits et surtout sur quel use case et comment l'avez-vous fait? Justement, il y a j'ai vu une grosse communication de Miracle dernièrement sur le Miracle Catalog Transformer. Peut-être est-ce que tu peux... Oui, je peux en parler. En fait, chez Miracle, ça fait déjà près de 6 ans qu'on a investi dans ce qu'on appelle l'IA, donc le machine learning, etc. Et pendant toutes ces années, on a essayé de résoudre plein de problèmes pour nos clients. Quand on réfléchit à ce que c'est qu'une marketplace, c'est avant tout beaucoup de vendeurs qui vont vouloir vendre beaucoup de produits, de l'ordre de millions de produits. Et donc, il y a toujours un problème de qualité, de temps de mise sur le marché. Et donc, pendant toutes ces années-là, on a essayé de le résoudre avec d'autres technologies. Et puis, il y a 1 an et demi, quand les modèles fondationnels sont sortis et qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a revisité notre produit et on s'est vraiment challengé en disant, est-ce qu'on peut résoudre les problèmes qu'on a résolus différemment, mieux et plus rapidement? Et c'est ce qu'on a fait, en fait, avec notre catalogue Transformer. C'est que, fut un temps, pour onboarder un catalogue pour un vendeur tiers sur une marketplace, ça pouvait prendre des mois. Nous, on avait réussi avec du machine learning à automatiser, à réduire ça à 11 jours. Et aujourd'hui, avec le catalogue Transformer, c'est 1 clic. Et en fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les vendeurs tiers de nos clients vont charger n'importe quel type de fichier, donc n'importe quelle structure. Ils vont cliquer sur le bouton et derrière, nos modèles vont processer ces informations-là pour les structurer, pour s'assurer que les informations correspondent aux informations qui sont attendues par le distributeur. Et on va les enrichir et on va les traduire. Et tout ça en un clin d'œil, alors qu'avant, ça pouvait prendre des jours, voire des mois. On a l'exemple chez nous, parce que c'est public. Zadig et Voltaire est un vendeur sur des places de marché. Vous connaissez peut-être la marque de vêtements. Et en fait, le CEO de Zadig et Voltaire nous disait, pour lancer une nouvelle marketplace, pour pouvoir onboarder mon catalogue, ça me prend 4 mois et 100 000 € d'investissement. Aujourd'hui, avec Miracle, c'est forcément beaucoup moins, plus rapide. Et en plus, avec l'IA générative, ça nous permet vraiment d'avoir un niveau de consistance et de qualité qui est très différent que si c'était fait par des humains. Super, merci Isabelle. Peut-être Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les use cases chez Alan? Bien sûr. En parlant de quelques use cases, donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait juste quelques mois, 6 mois avant, peut-être avant l'arrivée de ChatGPT et de cette énorme vague,
on a pris un axe stratégique fort de se dire on va beaucoup miser sur l'IA, et de la même manière, on a pris la liste de nos projets et de nos produits pour voir là où on voulait accélérer le plus vite. Nous, rapidement, en fait, il y a eu deux grosses dimensions. Il y en a une sur laquelle on veut accélérer tous nos employés. Donc là, comment est-ce qu'on donne accès à tous nos employés à des outils pour les rendre plus efficaces, pour faire justement ce dont parlait Laetitia, de l'innovation au niveau de chaque équipe. Et ensuite, au niveau de notre roadmap produit, nous, on s'est concentré sur les sujets qui nous ralentissent pour notre croissance et qui nous coûtent cher, donc dans une gestion des coûts. Et donc, c'est typiquement le support, le care, comme on l'appelle chez nous, le support client. Donc, comment est-ce qu'on automatise des tickets? Donc, on a une équipe qui travaille dessus depuis un peu plus d'1 an avec des bons résultats, et on pense qu'on peut aller très très loin là-dessus. La deuxième chose chez nous, c'est l'efficacité de nos équipes commerciales, parce que nous, on est dans une distribution de B2B, donc on vend à des entreprises, et donc notre croissance est quand même assez corrélée au nombre de vendeurs qu'on a à un instant donné. Et là-dessus, nous, notre objectif, c'est d'aller chercher 30% d'efficacité de plus. Et donc, c'est des choses du genre, à la sortie d'un meeting client, avoir un résumé complet, précis, qu'on peut utiliser directement, qui va ensuite être partagé, qui va être mis dans Salesforce automatiquement, etc. Ça peut être des drafts d'email pour quel est le prochain email que je dois envoyer à mon client, quelle est la prochaine action que je dois prendre, pour leur faire gagner de plus en plus de temps sur des tâches qui peuvent être chronophages. Et aussi les rendre potentiellement meilleurs et avoir une meilleure qualité dans notre pitch. Donc typiquement, ça peut être selon le client, selon tout ce qu'on sait sur le client, voici comment on devrait pitcher Alan de manière très personnalisée, de manière verticalisée, etc. Donc le support, l'efficacité sales, et ensuite nos process opérationnels internes. Donc nous, notre premier produit à la base, on est une assurance santé, donc on rembourse des lunettes, on gère des prises en charge pour aller à l'hôpital, etc. Donc on a beaucoup de documents qui arrivent. Et donc là-dessus, on a des gains assez significatifs sur le parsing automatique de PDF pour automatiser tout, pour ne pas avoir des gens qui relisent et qui prennent des chiffres et qui les mettent dans une interface. Et on commence à avoir des expérimentations assez intéressantes sur notamment les thématiques de fraude. Là, c'est assez en stage chez nous, mais d'avoir des agents IA qui vont typiquement, de manière précise, chercher une information sur le web et comparer à une facture pour savoir s'il y a une suspicion de fraude, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment nos use cases principaux. Et à long terme, on a l'ambition de repenser la santé avec de l'IA. Donc qu'est-ce que veut dire la santé, l'interaction avec un médecin, si on a une IA qui est capable de donner une recommandation médicale avec forte précision. C'est le tout début de l'histoire, mais c'est la prochaine brique qu'on pense mettre en place à un moment. Voilà. Merci. Florian? Et donc pour remettre en contexte, nous on vend un logiciel pour permettre aux entreprises qui ne sont pas Alan de faire comme Alan. Et c'est vachement dur parce que la plupart des entreprises ne sont pas Alan. Et si je remets ça dans le contexte du coup on fait de l'IA alors on fait de l'IA au sens où on fait du machine learning avec des random forest. Ça t'a fait rire, hein. Depuis 11 ans. Et notre enjeu, quand la GenAI est arrivée, c'était de permettre à nos utilisateurs de prendre en compte ces use cases. Et là, je dirais je pense qu'il y a 2 dynamiques intéressantes qu'on a voulu pousser dans le développement produit. La première, c'est la perspective de l'IT. L'IT, d'une grande entreprise, peut avoir une forme de peur par rapport à l'arrivée de la GenAI, la peur d'être submergé. Et je pense que le modèle mental qu'ils doivent avoir, c'est que, au fond, l'écosystème sous eux, c'est-à-dire les modèles, tout ça, ça va bouger. Ça n'arrête pas de bouger. Il y a tout le temps des nouveaux modèles qui vont arriver. Les architectures de RAG qui sont actuellement, ça se trouve, on va les jeter à la poubelle dans 2 ans. Enfin, tout va changer. Et donc, il faut créer qu'ils aient ce modèle mental en tête et qui créent des applications qui soient un peu indépendantes finalement des fournisseurs de modèles qu'ils ont maintenant, parce que soit pour des raisons de coût, de sécurité, d'évolution technique, tous les modèles qu'ils vont utiliser vont ne pas être les mêmes dans 6 mois et dans 1 an, etc. C'est du point de vue de l'IT, comme on abstrait ça, point de vue. Je pense que c'est une idée forte en fait de cet écosystème IA. En ce moment, c'est que l'écosystème change rapidement. La deuxième idée forte, c'est du point de vue d'une grande entreprise, le point de frottement à un moment va être culturel. C'est-à-dire, ça va être le point de frottement de change management
qui est lié au fait que pour vraiment avoir un impact associé à la GenAI, il faut être capable de effectivement changer un process métier, donc il faut que effectivement les gens l'acceptent, et qu'en fait ce temps humain d'acceptation du changement sera un moment prépondérant par rapport aux problèmes techniques. Ce n'est pas forcément le cas actuellement, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que la GenAI marche parfaitement, mais je vous assure qu'à un moment ce sera ça le problème. Et du point de vue d'une grande entreprise, il y a un enjeu fort qui est un enjeu d'acculturation, c'est-à-dire de dédiaboliser ces technologies pour permettre à un certain nombre de cas d'usage, même s'ils marchent imparfaitement, d'être mis en œuvre, et à des gens métiers de le prendre en main. Pourquoi ? C'est parce que cette capacité à psychologiquement accepter la GenAI maintenant permettra dans 3 ans de l'accepter complètement quand elle marchera vraiment. Et pour ça, par exemple, d'un point de vue de notre développement produit, ça a amené à nous dire il faut qu'on puisse mettre en œuvre dans notre produit des solutions qui, en cliquant, permettent de se connecter à ces jeux de données et à ces tables et à des modèles qu'on a déjà faits pour créer un chatbot tout en cliquant pour que quelqu'un relativement métier, c'est-à-dire pas un data scientist qui vient d'OpenAI, quelqu'un de normal, puisse un peu le faire. Comment on peut arriver à faire ça ? Et ça a été un de nos points de développement produit, qui était un nouvel objectif produit, puisqu'on n'avait pas l'objectif de fabriquer des chatbots il y a 2 ans. Ok, super clair, merci. Et justement, tu nous parlais des changes qu'il pouvait y avoir dans les grands groupes, tant au niveau de l'IT que de l'acculturation. Chez Alan ou chez Miracle, est-ce que vous avez rencontré ce type de challenge au sein de vos équipes ? Est-ce que vous avez dû changer des choses ? Qu'est-ce que vous avez mis en place afin que ça se passe bien ? Oui, alors même chez Alan, c'est pas trivial, c'est peut-être plus rapide, mais tout de même. Donc il y a plusieurs points pour revenir sur ce que vous avez dit peut-être tous les deux. Il y a quand même eu au départ une grosse phase légale et privacy, notamment parce qu'on gère des données de santé. Donc en fait, on a un peu ralenti au départ pour être certain qu'en fait on pouvait avoir GPT sur Azure en Europe avec les engagements de Microsoft qui vont bien, pour s'assurer qu'on peut l'utiliser. Donc ça, c'est quand même un des freins au départ, sur être sûr qu'on a le cadre nécessaire pour les équipes et qu'on l'explique de qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire à un instant donné. Donc ça, c'est la partie légale. La deuxième, chez nous, là, on a eu quand même beaucoup de chance, c'est quand même la disponibilité et l'infrastructure de données, mais même de données de structuration, de documentation pour faire du RAG, par exemple. Chez Alan, nous, on a une chance historique qu'en fait on bosse énormément par écrit et qu'on documente tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est une chance qu'on a eue et qui nous a permis d'accélérer. Et la dernière, c'est en effet le change management qui, même dans une petite entreprise technologique comme la nôtre et surtout jeune, on a fait plusieurs choses. On a fait des hackathons, on a fait beaucoup de communication, notamment de la part de nos fondateurs. On a donné accès aux outils assez vite ou très vite pour que les gens puissent utiliser. Et ensuite, on a donné des guidelines assez fortes, notamment côté produit, moi, sur toutes les roadmaps pendant l'année dernière jusqu'à maintenant. Il y a toujours une question, comment est-ce que vous pensez de ces l'IA ou la GenAI plus précisément dans vos roadmaps, quelles décisions vous avez prises comme ça pour vraiment pousser les gens au quotidien à y penser. Donc ça, c'est sur la partie produit. Et pour finir, je pense qu'il y a quand même, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur comment est-ce qu'on amène les gens à utiliser pour que plus tard ça marche, parce qu'il y a aussi un risque de mettre à disposition d'une équipe métier un prototype qui marche plutôt pas mal mais pas génial. Ils vont l'utiliser, ils vont se dire ok, c'est pas mal mais en fait ça m'accélère pas, et après ils se font une idée de ce que c'est que l'AI, sauf que c'était GPT 3.5 et que GPT 4 est bien meilleur, et entre temps on a amélioré la prompt et le RAG et en fait ça marche beaucoup mieux, quoi. Donc il y a un peu une notion en interne d'avoir ces early adopters, de faire ce change management comme ça pour être certain que l'acceptation vient avec. Mais c'est vrai que dans une startup comme Alan, c'est quand même probablement beaucoup plus facile. Je vais probablement un peu répéter ce que tu as dit, c'est que effectivement, déjà nous ça a été venu beaucoup par l'impulsion de notre fondateur Philippe Corot, pour le citer. L'arrivée de la GenAI, c'est un changement de civilisation, et il voulait que l'ensemble de l'entreprise comprenne en fait ce changement qui était en train d'arriver. Et donc dès le début, ça a été probablement le plus gros driver dans l'entreprise, de s'assurer que tout le monde soit très curieux en fait autour de la generative AI. Et ce qu'on a fait assez tôt, c'est non seulement de sensibiliser l'entièreté de l'entreprise pendant nos Hollands, Keynote, etc., pour expliquer ce que c'est en fait la generative AI, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce que c'est qu'un LLM, etc., mais aussi quelles sont les limites et les risques. Donc de parler de la data privacy, des data leakage, etc. Et ensuite, on a offert à nos employés la licence ChatGPT, en leur disant
expérimenter. Et en fait, l'ensemble de nos employés ont pu effectivement pendant plusieurs mois tester ChatGPT par eux-mêmes. Et du coup, on a créé un mouvement du bas vers le haut maintenant, où, comme l'a dit Laetitia, c'est que les experts de leur métier, c'est les opérationnels. C'est pas moi en tant que responsable produit, c'est pas le CTO en tant que responsable technique, c'est l'équipe RH, l'équipe finance, l'équipe legal, l'équipe marketing. Et donc tout le monde a pu expérimenter comment est-ce que cette IA générative peut les aider et les accompagner au quotidien. Et donc ça nous a permis de faire émerger des champions, des gens qui vont évangéliser en fait les cas d'usage qu'ils ont identifiés. Et en fait, on les a mis en avant. On les a mis en avant en keynote, en HoloLens, en team meeting, etc. pour montrer, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, qu'est-ce que ça m'apporte comme bénéfice en tant qu'employé. Et du coup, ce n'est plus uniquement approprié par les équipes techniques et de rendre quelque chose qui a l'air inaccessible, mais en fait, c'est un outil qui peut être utilisé par tout le monde. Donc aujourd'hui, l'équipe marketing l'utilise pour faire les blog posts, les équipes RH les utilisent pour faire du sourcing, etc., etc. Et c'est devenu en fait un mouvement vers le bas et c'est valorisé dans l'entreprise de se dire que en fait on utilise l'IA pour nous aider et ça a permis de franchir ces barrières de déjà au début il y a un peu de scepticisme, hein. Il y a eu beaucoup de vagues technologiques par le passé qui sont aussi vite retombées qu'un soufflé, donc on s'est dit encore un nouveau buzz et puis ça passera. Donc on a eu ce genre de réaction. On a aussi des gens qui ont eu peur pour leur job, pour se dire ok, je vais être automatisé, on va me remplacer, et en fait on se rend compte que ça libère du temps et ça permet de finalement avoir des tâches plus qualitatives et finalement on automatise ce qui a le moins de valeur. Donc ça a permis de franchir ces étapes-là, vraiment l'expérimentation et finalement de montrer par l'exemple comment est-ce que ces outils peuvent être utilisés. Ça a vraiment permis une adoption assez rapide. Aujourd'hui, plus de 60% de l'entreprise utilise au moins une fois par semaine les outils de ChatGPT. Bon, entre-temps, on a quand même passé sur la version Enterprise pour s'assurer que ce soit sécurisé. On a bien sûr un process de gouvernance avec notre équipe juridique, notre équipe sécurité pour s'assurer que les bonnes pratiques sont en place. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup poussé à l'expérimentation dès le début. Top, merci beaucoup. Et toi, Florian, au sein même de Dataiku, comment les employés utilisent l'IA générative afin d'améliorer soit leur process ou leur productivité? Nous, on l'a interdit. Hein. C'est une blague. Et sur l'augmentation de la productivité, on a eu on a une utilisation assez différente et large. Après, une des choses qu'on a fait en particulier, qui est peut-être un peu différente, c'est que forcément, on a essayé de développer nos propres petits cas d'utilisation sur l'optimisation de la performance des ventes, sur l'analyse des clients, etc. Et ce qui était intéressant, on a aussi formé toute notre équipe RH un peu plus récemment. On est en train de finir le cursus un peu plus en profondeur sur l'utilisation des outils IA et des projets hands-on qui peuvent être soit des projets analytiques, soit des projets IA. Et c'était une bonne occasion de le faire, vraiment sur toute l'équipe. C'est vrai qu'après, c'est peut-être une entreprise un peu atypique, au sens où, vu que la majorité des personnes sont censées pouvoir vendre, parler ou démo de l'IA, du coup, ils ont tous, une majorité de l'entreprise a probablement fait son petit rag à un moment ou à un autre, juste parce que c'est leur métier. Du coup, c'est pas forcément représentatif du monde présent ou futur. J'espère. Vas-y, Thomas. Une chose que je vais rajouter sur l'historique chez Alan, une chose qui a bien marché chez nous, c'est en fait d'avoir une équipe centralisée d'abord, d'experts, avec notre CTO Charles Gorintin, et ensuite notre lead ML et un jeune PM hyper hands-on et passionné par le sujet, qui ont vraiment évangélisé ça at scale dans l'entreprise, fait de la documentation, des trainings, etc. Et après, nous, on est passé vraiment d'une version centralisée à un moment une version décentralisée où on s'est dit, maintenant, c'est la responsabilité de tout le monde. Et d'ailleurs, voici un outil. Nous, on utilise Dust, qui est d'ailleurs fondé par l'ancien CPO d'Alan, qui permet d'avoir des applications au-dessus de n'importe quel modèle, enfin des agents IA, on va dire, des assistants plus précisément. Et maintenant, tout le monde utilise ça en interne avec des stats assez équivalentes à celles de Miracle. Et c'est vraiment ce passage au début, on expérimente, puis après, maintenant, c'est à vous de jouer. Et maintenant, c'est la responsabilité de chaque personne, de chaque département de prendre ça, et de même sur le RH, marketing, etc.
Super, merci Thomas. Toi Laetitia, qu'est-ce que tu vois un petit peu chez tes clients comme use case à développer et comment ils s'y prennent? Alors ça va être assez varié, ça dépend de la typologie du client, mais par exemple, aujourd'hui, du coup ça va être très spécifique, mais aujourd'hui un des gros cas d'usage sur lesquels je travaille, c'est avec une société qui fait du trading, c'est avec les équipes de trading de cette société. Ils reçoivent beaucoup d'emails et c'est des emails qu'ils souhaitent loguer, des informations très utiles à l'intérieur qu'ils veulent conserver. Et donc le premier gros cas d'usage qu'on met en place avec eux, que je mets en place avec eux, c'est tout simplement la gestion de ces emails, donc le tri de ces emails. Donc on utilise un LLM pour déjà retraiter l'email et extraire les informations dont on a besoin de ces emails, qu'on fait derrière passer dans une autre moulinette pour pouvoir classer correctement l'email. Donc on a un gros focus sur ces emails, sur la gestion des emails, utiliser l'IA pour mieux gérer les emails. Et après, les autres cas d'usage qui sont dans la roadmap proche, qui vont rentrer en POC rapidement, c'est des cas d'usage qui sont basés sur, en l'occurrence, des grands PDF. PDF, pareil, qui sont porteurs d'informations nettement utiles et des gens lisent ces documents. Ils vont continuer à les lire. Néanmoins, pour loguer certaines informations, on va utiliser des LLM pour interpréter le contenu des documents, incluant les graphes et les tableaux surtout. C'est ça la difficulté du moment et là où on va utiliser ces nouveaux modèles pour s'en servir et toujours pour loguer, encore une fois, les informations dans un système de façon structurée, qui vont derrière pouvoir nourrir d'autres cas d'usage. Voilà les cas d'usage qui sont un peu plus atypiques, je pense, utiliser les LLM pour l'extraction de données. C'est peut-être pas partie des cas d'usage qui sont le plus mis en avant d'un point de vue public, en tout cas, je pense. Ok. Et la mise en production auprès des employés de ces clients, comment ça se passe? Il y a des formations? Alors, en l'occurrence, ça va être déployé dans un outil qui est déjà à disposition de ces collaborateurs qu'ils utilisent tous les jours. Donc, ce sera une fonctionnalité supplémentaire. Donc, en l'occurrence, ça sera assez transparent pour les utilisateurs finaux, si ce n'est qu'il va y avoir une période d'adaptation, de test aussi, de vérification que ce qu'on fait, ça marche bien, que l'information sera mise à disposition, pour faire simple, comme une suggestion dans un premier temps, avant qu'elle soit considérée comme définitivement valide et qu'elle passera en automatisation en premier plan. Mais dans un premier temps, elle va passer en suggestion. Ok. Tu abordes un sujet important qui est, une fois que ces use cases sont déployés, comment on mesure l'impact de ces use cases et, pour savoir si effectivement ça améliore la productivité des employés, etc. Comment vous faites, vous, chez Alan, Miracle ou Dataiku, pour mesurer cet impact des use cases qui sont déployés? Alors, en toute transparence, on n'est pas encore dans une mesure systématique de tout ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de tests et d'expérimentations. Mais disons que les plus gros cas d'usage qu'on a aujourd'hui, qui sont par exemple l'utilisation d'outils comme Copilot pour aider nos développeurs à accélérer en fait le code, on a mesuré que ça nous permettait d'économiser, d'aller plus vite, entre 20 à 25% de productivité sur les équipes de produits. Par exemple, aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 30% de temps gagné entre la discovery, parce qu'on utilise un outil qui nous permet en fait de réunir toutes les interviews utilisateurs qu'on fait avec nos clients, avec nos utilisateurs. Donc voilà, par exemple, on a fait 40 entretiens sur Catalogue Transformer. Ça a été résumé, classifié entre ce qui est bug, feature request, etc. avec un outil qui s'appelle WinAI, qui est une entreprise française. Et ça nous a permis de gagner énormément de temps finalement sur tout le cycle de développement produit, depuis la discovery jusqu'à l'écriture des user stories, jusqu'à l'écriture des livrables. Et vraiment, aujourd'hui, nos PM s'en servent au quotidien pour gagner du temps sur tous ces éléments-là. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir vraiment avoir le bon KPI, parce qu'on parle de productivité, mais il n'y a pas que. Quand on développe le produit, c'est aussi quel est finalement les dollars générés en face de l'investissement. Donc c'est toujours encore un peu en cours de construction chez nous. Donc chez Alan, sur la partie
productivité individuelle, c'est assez similaire. Par moment, on va dans le détail et on essaie de justement voir est-ce que, au niveau du use case particulier, imaginons envoyer un email à ce prospect, ce client, est-ce que ça prend beaucoup plus de temps de le faire de zéro à l'ancienne ou en utilisant ces outils-là? Donc on essaie de s'asseoir et de regarder avec une des personnes de l'équipe combien de temps ça leur prend en faisant 10. Mais c'est assez manuel et micro. Donc ça, c'est pour quand même comprendre où on en est. Mais on le fait honnêtement pas du tout systématiquement, mais ça donne une certaine idée. Ça, c'est vraiment sur la productivité de tâches qu'on augmente avec de l'IA. Après, sur nos investissements plus produits, là, on peut avoir des métriques beaucoup plus solides. Typiquement, si on automatise des tickets de support client, on sait à combien on a répondu, à combien de tickets on a automatisé. Par une règle de 3 ou quelque chose d'un peu plus compliqué, on peut arriver à savoir le retour sur investissement là-dessus. De même, si on arrive à mieux extraire de l'information d'un document, on a passé 50% d'automatisation de certains documents récemment. Ça nous sort rapidement un retour sur investissement. Ce qui est un peu plus dur, c'est la notion, et peut-être qu'on en parlera, mais c'est la notion d'évaluation d'une itération sur un produit LLM. Typiquement, si on a un prompt avec du RAG qui permet d'automatiser un ticket entrant, on change le prompt, vu que ce n'est pas déterministique, de se dire est-ce que c'est mieux qu'avant ou pas. Là, c'est des sujets sur lesquels on travaille, mais de là à automatiser ça, on va encore regarder beaucoup de tickets, et puis on va avoir un framework d'évaluation qui nous dit sur ces 5 critères, est-ce que c'est mieux ou pas. Mais en tout cas, on n'a pas encore craqué ça at scale. Donc, en résumé, sur les métriques impact business au niveau d'un investissement produit, c'est relativement faisable. Sur le micro d'une itération du modèle, c'est pas si simple. Ouais, pour parler du ROI peut-être des clients entreprises que j'ai, je dirais qu'en fait, en effet, comme tu le disais, dans les grandes entreprises, en fait, il y a presque une moitié des cas de LLM réels, au sens des cas cœur métier, je dirais actuellement, qui sont plutôt au fond des cas d'extraction de l'information, à peu près. Un quart qui sont des sujets de génération de contenu at scale, et un quart qui sont plutôt des sujets de chatbot avancés, ce limitage à peu près. C'est 3 quarts, un quart, un quart. Une moitié, un quart, un quart. Et dans la plupart des entreprises, finalement, la question de la mesure du ROI du point de vue d'une entreprise, ça va être d'avoir certains, en ce moment en tout cas, d'avoir certains cas d'utilisation qui sont suffisamment à impact pour enclencher cette dynamique générique dans l'entreprise. Donc du coup, d'avoir ce petit cas interne qui va être de 5, 10, 15 millions de ROI et qu'on peut à peu près prouver en faisant une règle de 3 que tout le monde comprend. Après, c'est au cas par cas, entre guillemets, cette mesure. Si c'est de l'extraction d'informations, par exemple, ça peut être j'extrais de l'information sur des données de support d'un site à risque. Imaginez un site d'extraction minier dans lequel on a quelques dizaines d'années d'incidents. Cette donnée-là, ça met des années, ça met quelques heures en fait à la chercher par un spécialiste. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, il a besoin de quelques heures pour la chercher. Et il a besoin de le faire parce qu'avant de réactiver quelque chose, il a besoin d'avoir vérifié qu'il n'y avait pas de cas similaire. Paf. On automatise ça avec des extractions d'informations qui permet d'avoir une recherche plus rapide. Les quelques heures se transforment en quelques minutes. Le ROI, c'est qu'on a perdu, on a gagné à chaque fois qu'on avait un incident de production quelques heures de remise. C'est ça les ordres de grandeur et c'est comme ça que les entreprises font ces calculs-là. Dans la génération de contenu, ça commence à devenir, je pense, assez courant dans des grandes entreprises de retail ou de fashion, d'avoir leurs équipes de production de contenu, marketing, qui utilisent en effet des LLM pour générer des contenus, soit les contenus des campagnes très spécifiques, soit les contenus des sites, et du coup leur métier change. Là, c'est pas forcément des ROI très mesurables parce que, en tout cas dans les dynamiques que j'ai vues, c'est pas des remplacements d'équipes. On n'enlève pas les équipes qui écrivent les contenus. C'est plutôt que leur métier change et qu'il devient un métier d'écrivain des prompts qui traduisent l'esprit de la marque. Et potentiellement, du coup, leur travail change pour aller vers plus de veille, de compréhension de la compétition. Et là, je pense que c'est des ROI qui ne sont pas faciles à mesurer. Si c'est cette logique-là. Après, il y a des domaines entiers où je pense où il y a des ROI qui vont être dans des transferts entre des métiers quand le contenu est externalisé. Par contre, je pense que là, il y a des transferts et des ROI massifs et qui sont déjà en train d'arriver. Et après, il y a sur les use cases qui sont plutôt de l'ordre du chat ou de l'assistant.
Là, c'est aussi des choses qui sont plus, un peu comme tu le disais aussi, c'est des choses qui peut-être ne sont pas encore complètement mesurées. Les cas métiers profonds, j'allais dire les plus avancés, ça peut être soit dans les métiers de la finance ou n'importe quel métier dans lequel il y a des vendeurs, par exemple, qui ont des portefeuilles produits larges, ce qui arrive dans plein métier, c'est plutôt quelques milliers de références produits. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on les aide à fournir la meilleure quote possible ou une quote avancée possible avec des cross-sells auxquels ils n'auraient pas pensé. En fait, c'est comment on refait le sales enablement à l'envers plutôt que de leur expliquer comment faire. Et l'assistant est là pour le faire. Ça, c'est des cas d'utilisation dans plein d'industries de ce type-là, j'en ai vu un certain nombre. Et là, le ROI, je pense, imaginé à la fin, c'est qu'en effet, c'est censé créer du revenu top-line direct. Et c'est ça la mesure du ROI dans ce cas-là. Ce n'est pas de la productivité en tant que telle. Mais après, bon, tous ces cas-là sont aussi, je pense, aussi assez peu... Enfin, on en voit un peu partout, mais je pense qu'ils sont assez peu matures par rapport à ce qu'on fera dans l'avenir. Super, merci beaucoup. Parlons intégration technique maintenant. Chez Miracle, vous utilisez ChatGPT. Chez Alan, vous utilisez Dust. Quel est le poids de l'intégration technique de ces solutions ? Alors en réalité, on n'utilise pas que ChatGPT, on utilise en fait... on est agnostique de tous les modèles fondationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi bien capable de travailler avec des modèles d'OpenAI que de Mistral AI, que des modèles open source type Llama. En fait, on a vraiment voulu définir notre infrastructure de données pour être capable d'être complètement agnostique de ces modèles. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, tous les 3-6 mois, il y a un nouveau modèle qui sort avec différents niveaux de performance et on ne voulait pas créer une dépendance, une adhérence à un modèle ou une entreprise particulière. Donc, comme il y a quelques années, on avait fait le choix d'être multi-cloud et pas être que chez Amazon parce qu'il y a aussi du Google et du Azure, on a fait le choix ici d'être agnostique aussi sur les modèles. Après, c'est vrai que, comme ça fait quelques années qu'on a construit notre infrastructure de données, c'était relativement plus simple pour nous de pouvoir nous intégrer. Mais il y a de plus en plus de ces fournisseurs de cloud qui sont capables aujourd'hui de proposer une infrastructure un peu clé en main pour les entreprises qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes ressources que Miracle pour pouvoir se lancer dans l'IA générative en tout cas. Merci. Du coup, chez Alan, moi, je différencie vraiment deux types de cas d'usage. Il y a vraiment comment est-ce qu'on aide tous nos employés à utiliser de l'IA dans leur cas d'usage quotidien. Donc nous, on utilise en effet une plateforme qui s'appelle Dust, qui est une plateforme qui permet à n'importe qui facilement de créer des assistants, tout en étant connecté à nos bases de données internes. Donc Dust est connecté à Slack, à GitHub chez nous, à Google Drive, etc. Et donc, on peut écrire un assistant qui dit qu'est-ce qu'il s'est passé sur ce client la semaine dernière, quel est le dernier update produit de la boîte, et ça va chercher à travers toutes ces bases de données pour répondre à l'utilisateur. Et on peut ensuite construire par-dessus des assistants. Donc, en gros, on utilise ça qui permet de donner accès facilement à tous les employés d'Alan à des outils de LLM. Et cette plateforme, elle est construite et on peut appeler GPT, Claude, les modèles de Mistral, etc. Donc c'est vraiment un outil, une plateforme, un layer par-dessus pour tous nos employés. Et on commence à construire des cas d'usage assez puissants rien qu'avec ça. Et ensuite, sur la partie plus produit, donc là, on a des équipes produits entières avec des ingénieurs, des data scientists, des product managers, etc. qui travaillent dessus. Là, on est assez agnostique aussi. Je pense qu'on a testé les modèles de Mistral dont on est assez proche. On a aussi testé Claude, GPT à mesure qu'ils avancent. Dernièrement, je crois, il faudrait que je vérifie avec les équipes, qu'on essaye un peu moins d'optimiser sur le modèle et un peu plus de se dire okay, qu'est-ce qu'on fait avec le LLM en termes de cas d'usage, et on retournera peut-être optimiser le modèle après, mais à chaque fois qu'un modèle sort, on fait un test rapide pour savoir où est-ce qu'il se calibre par rapport à ce qu'on fait actuellement, quoi. Donc ça, c'est vraiment chaque équipe qui est aussi responsable sur son cas d'usage de tester les capacités des nouveaux modèles qui sortent. Oui, agnostique, c'est bien. Voilà. Ok, ça va. Merci Florian. Et par exemple, peut-être Florian, pour toi, quand vous intégrez Dataiku chez vos clients qui sont corpos, ça implique quoi pour eux? De vous donner quoi comme données? Quels accès pour utiliser Dataiku?
Pour utiliser au sens très large, il y a un manuel d'utilisation que je ne vais pas répéter là, et peut-être que je pourrais le résumer avec un LLM, même si c'est plutôt simple de mise en place. Mais faut comprendre quand même que dans l'écosystème données, surtout grande entreprise en sens large, il y a quand même une complexité forte de sécurité qui fait que les gens ne sont pas ouverts au fait de laisser leurs données bouger dans tous les sens, surtout dans les univers régulés. Donc, par exemple, notre logiciel, assez souvent, finalement, est installé dans le VPC du client. Déjà, ça résout un certain nombre de sujets. Après, ce que je vois plus spécifiquement dans le domaine entreprise sur l'utilisation des LLM, c'est que c'est vrai que les questions d'appel ou pas à OpenAI, d'avoir ou pas déjà un contrat Azure pour avoir Azure OpenAI Entreprise, par exemple, la question de savoir si on veut self-hoster et qui peut avoir une considération stratégique pertinente en fait. Hein. Enfin, ça, c'est des vraies questions qu'on voit au jour le jour chez quasiment tous les clients. Et je pense que c'est des cas et c'est des situations qui ne sont pas encore réglées. Et savoir où vont tourner les modèles dans le futur est une très très bonne question, auquel je ne sais pas encore répondre. Super, merci pour ta réponse. Peut-être une question pour l'ensemble d'entre vous. Comment vous gérez justement ces problèmes liés à la sécurité pour éviter les fuites de données, pour sécuriser au maximum vos modèles? En fait, la question de la sécurité dans les modèles et dans la GenAI en particulier pose des problèmes spécifiques parce que quelque chose que, par exemple, des fois je dois expliquer aux clients, c'est que s'ils fine-tune un modèle, ils créent un leak d'informations sur l'information qu'ils utilisent pour fine-tuner. Donc en fait, dans une entreprise donnée, personne n'a accès à la même information, en théorie. Enfin, dans n'importe quelle entreprise sérieuse, il n'y a pas deux personnes dans l'entreprise qui ont accès à exactement la même information. Donc, en théorie, il est impossible d'avoir un modèle général pour l'entreprise qui va répondre à toutes les questions, sauf à faire un modèle par personne. Et ça, c'est un peu coûteux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de GPU. Peut-être qu'un jour, on en aura assez. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et du coup, le palliatif, en ce moment, consiste à mettre en place des architectures dans lesquelles on indexe des informations, des vecteurs database, etc., pour répondre un peu différemment à toutes ces questions et être aussi plus dynamique. Et là, il y a encore des enjeux forts de comprendre comment on sécurise au global l'ensemble de ces systèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois une découverte finalement du parc d'informations non structurées de l'entreprise qui est nouvelle. Autant j'ai vu, en tout cas moi personnellement, dans les 10 dernières années, une structuration forte et une question forte autour de la sécurité associée aux données structurées d'une entreprise, qui était nécessaire, dans lequel il y avait des questions de mise à disposition de la donnée au plus grand nombre, mais aussi de sécurisation, de respect de la vie privée, enfin des questions fortes. Et sur ce domaine non structuré, il y a peut-être des choses qui sont encore à faire pour comprendre comment on peut donner accès à ces informations au plus grand nombre, potentiellement réouvrir des accès tout en gardant le niveau de sécurité adéquat. Et là, c'est, je pense, un des enjeux pour les 5-10 prochaines années pour les entreprises. Et je dis 10, je pense, de manière réaliste. Je pense que c'est des sujets qui vont prendre du temps. Alors nous, à notre toute petite échelle, on est assez spécifique dans le sens où, en interne, chez Alan, toute information est accessible à tout le monde. Donc c'est probablement l'exception à cette règle-là. Mais on aime bien faire les choses différemment. Donc littéralement tout est accessible en interne, le salaire de tout le monde, les discussions avec le board, etc. Donc c'est un parti pris extrême, mais jusqu'à maintenant ça marche, on est 570 personnes et ça tourne bien. Donc là-dessus au moins c'est pas un problème, on peut partager l'information, elle est déjà partagée. Ensuite, sur la notion de quelles données sont envoyées au modèle, en effet, c'est ce que je disais au début, en fait on a un cadre défini par notre équipe légale, sécurité, privacy. Quand il y a des nouveaux cas d'usage, ils sont mis dans la boucle. Et après, il y a beaucoup d'éducation en interne. On est aussi au début de l'histoire, pour être honnête, et on ne fait pas encore des choses complètement folles, mais c'est sûr que c'est un sujet très important et qui est, je vais dire, top of mind. Je ne trouve plus mes mots en français, mais vous m'excuserez là-dessus. Merci. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'ont déjà dit mes collègues, parce que c'est assez similaire chez Miracle. La seule chose que j'ajouterais peut-être, c'est que la plus grosse faille possible de sécurité, c'est les humains. Souvent, en fait, c'est vraiment par là qu'il y a le plus de risques. Et donc, le plus gros enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'on forme
nos employés, on a investi beaucoup dans la formation pour vraiment comprendre les risques et comprendre, en fait, encore une fois, les limitations autour de tous ces outils-là. Donc, il y a un gros enjeu formation, sensibilisation des équipes, surtout quand on est dans ce contexte d'expérimentation assez large et assez ouvert. Et moi, je rajouterais aussi que ça dépend pas mal ça peut dépendre aussi des moyens de l'entreprise. Là, on a des entreprises qui mettent beaucoup de moyens pour développer le sujet partout. Il y a des entreprises qui veulent y aller, mais néanmoins ne vont pas redévelopper toute une solution, etc. Vont utiliser des solutions clés en main. Donc la sensibilisation à ce moment-là, quand on est sur l'utilisation de ChatGPT, Team, Enterprise, etc., la sensibilisation de qu'est-ce qu'une donnée sensible et qu'est-ce qu'une donnée non sensible, je pense, est clé et la première étape. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on met des données dans le chat GPT, qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Je pense que c'est un des premiers points clés. Et après, pour avoir travaillé aussi sur un projet où les données étaient pour le coup extrêmement confidentielles, avec une sécurité extrêmement pushy, et on voulait avancer, après une décision un peu radicale, c'est qu'on ne travaille que sur des solutions d'LLM open source. Donc on s'est mis dans un environnement complètement isolé d'Internet avec des LLM open source qui nous permet de minimiser les risques. Est-ce que c'est l'avenir? Je ne suis pas complètement sûre. Et bref, c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais quoi qu'il en soit, dans un premier temps, ça a résolu des sujets pour pouvoir expérimenter. Merci beaucoup. J'arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter pour donner des conseils ou des bonnes pratiques pour les personnes qui voudraient intégrer l'IA à la fois dans leur product dev ou au sein de leurs équipes, enfin, des sujets qu'on n'aurait pas couverts? Tu nous as fait couvrir déjà beaucoup de choses, je crois. Des questions peut-être? Top, passons aux questions. Est-ce que vous en avez? Bonjour, merci à tous pour cet échange, c'est très intéressant. J'ai une question concernant plutôt les plus petites entreprises. On a parlé beaucoup de grandes entreprises, d'acculturation dans des entreprises où il y a déjà des process qui sont déjà bien établis. Si je suis chef d'une PME qui vend du service dans la Marne, par exemple, comment j'utiliserai l'intelligence artificielle dans les 10 prochaines années, si on compare un peu avec Internet, même des entreprises qui ont mis du temps à se digitaliser, aujourd'hui elles utilisent tous les emails, le cloud, dans le travail collaboratif. Comment l'intelligence artificielle, elle pourra, avec certains cas d'usage, on a parlé de cas très très spécifiques ici, quelle typologie de cas d'usage on pourra avoir de manière générale? Alors peut-être pour Laetitia ou Florian, cette question, vous êtes plus proche de ces questions-là, mais en vrai je la pose à tout le monde. Je pense qu'indépendamment du secteur, c'est dur de faire une hypothèse. De faire une grande hypothèse. Je pense que après on a parlé de cas d'utilisation potentiellement d'entreprises assez avancées. Après, il faut aussi remettre ça dans la perspective que les fournisseurs de logiciels au sens large vont aussi beaucoup évoluer. D'ailleurs, il y en a deux là, ils changent la vie de leurs clients en utilisant la GenAI sans que les clients aient besoin de rien faire en fait. Enfin, sauf payer, ils payent. Hein. Voilà. Et donc du coup, pour donner une anecdote, nous par exemple, il y a quelques mois, on avait écrit dans Dataiku un petit workflow pour automatiser les calls Gong et générer un mail de retour automatique, les calls Zoom. Et je sais pas, quelques semaines plus tard, il y avait Gong qui avait sorti la feature et c'était exactement la même feature. Bon, heureusement, nous on a un truc clic-bouton, donc ça n'avait pas pris trop de temps. Mais c'est pour illustrer le fait qu'en effet, si on est une grande entreprise, on a peut-être besoin de faire ça en interne parce qu'on a plein de contraintes, on a des contraintes de sécurité, on a une complexité produit qui fait qu'il faut faire ses propres choses. Mais quand on est une PME, souvent on n'a pas cette complexité-là et du coup on peut bénéficier quand même de parcs applicatifs qui, je pense, vont évoluer. Et là, je pense qu'il y a peut-être des enjeux forts qui, si je fais l'IT d'une PME, c'est avoir ce réalisme qui consiste à peut-être changer de fournisseur pour aller vers des fournisseurs applicatifs nouvelle vague qui auront intégré tout ça. Et je pense que c'est quand même en partie le step one. Hein. En plus de la productivité, d'avoir ChatGPT pour tout le monde, mais j'imagine que ça c'est acquis.
je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça, et dans ce cas-là, pour les plus petites entreprises, ça rejoint un des points qui a déjà été dit. Du coup, ça se traduit, et ça rejoint ce que Florian vient de dire aussi, ça se traduit par faire une veille du marché sur les outils qui existent, les tester, les expérimenter, voir ceux qui permettent de répondre à tout ou partie des besoins, à quel point, quelles sont les limites, déployer un peu plus largement, ce qui veut dire globalement former les équipes à l'adoption et du coup centraliser les bonnes pratiques pour bien les utiliser. Je pense que du coup ça va revenir à un usage, à utiliser les outils déployés par les autres, mis en production par les autres, commercialisés par les autres. Donc ça change aussi la méthode le coût, la façon dont on achète surtout, du token à la licence, pour être très clair. Mais derrière, sur l'usage, l'expérimentation, l'adoption par la formation, et sélectionner les bons outils en testant. Il y en a beaucoup en ce moment qui apparaissent régulièrement, donc il faut les tester. Et puis, de façon pragmatique, surtout quand on n'est pas trop gros, se concentrer sur ce qui a le plus de valeur, se concentrer sur ceux qui ont le plus de valeur. Ma question elle est pour Miracle. Je n'ai pas entendu si vous l'avez dit, vous avez combien de collaborateurs chez vous? Aujourd'hui, on a un peu moins de 800 employés chez Miracle. Et pour arriver à 60% de collaborateurs qui utilisent au moins une fois par semaine l'IA, ça vous a pris combien de temps? 2-3 mois, je pense. Ok. Juste peut-être pour donner des exemples un peu concrets sur ce que disaient Florian et Laetitia, aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans. Aujourd'hui, les PME, il y a beaucoup de solutions sur étagère qui sont autour du customer care, du service client. On le voit qui est beaucoup utilisé avec les assistants, les bots, mais on voit aussi des outils comme Zendesk qui sont quand même très déployés dans beaucoup d'entreprises. Vraiment, tout ce qui est autour du customer care, c'est extrêmement utilisé, même par des plus petites entreprises. Et effectivement, les solutions sur étagère, comme chez Miracle, on essaye en fait de gagner cette course un petit peu à avoir les fonctionnalités les plus différenciantes. Et notre enjeu, c'est que ce soit complètement transparent finalement pour nos clients qui ne sont pas forcément les plus technologiques de l'écosystème. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc il y a les use cases de Customer Care, tout ce qui est traduction. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'outils qui sont en train d'être mis à disposition. Et puis même nous, en tant qu'entreprise technologique, on décide d'abord d'utiliser des solutions sur étagère avant de dire qu'on va redévelopper nous-mêmes certains de ces outils-là. Donc on est quand même considéré comme une petite entreprise, hein, on n'est pas encore un grand groupe, mais vraiment l'enjeu d'essayer de courir après, de faire tout soi-même, doit vraiment être mis en perspective par rapport à la vitesse à laquelle aujourd'hui, que ce soit les modèles sortent, que ce soit les entreprises soient capables d'utiliser ces outils-là. Parce que l'enjeu autour de l'IA, alors bien sûr, il y a le compute. Hein, est-ce qu'on a assez de GPU? Est-ce qu'il y a les modèles? Donc ça, il y a quelques géants qui ont déjà réussi à les développer. Mais en fait, la différenciation, elle va venir par quel jeu de données on a accès. Et c'est là où en fait, que les entreprises vont pouvoir se différencier et de bien prendre conscience de la valeur de la donnée qu'ils possèdent et avec lesquelles ils vont pouvoir générer de la valeur additionnelle pour l'entreprise. Désolée, je reviens un peu en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les outils de Customer Care que vous recommandez, parce que je suis en plein dans le sujet et j'avoue que si vous pouvez me donner une solution maintenant, je serais super content. Alors, je ne sais pas si on n'a pas fait un RFP ou réalisé sur le marché. Moi, je peux dire, chez Alan, actuellement, on est sur Intercom et on a construit énormément autour d'Intercom et on automatise autour d'Intercom et on a une équipe dédiée en interne au-dessus d'Intercom, entre guillemets. C'est tout ce que je peux dire actuellement, en tout cas en termes un point de data. Mais je ne peux pas dire qu'on a refait un benchmark de tout le marché la semaine dernière.
peu difficile de faire de la publicité pour... Non, mais c'est vrai, on utilise Zendesk. Ça nous a vraiment permis d'accélérer et d'automatiser un certain nombre de sujets. On a testé un certain nombre d'outils dont on pourra parler en off si vous voulez, mais tout le monde est en train de courir après l'intégration de GenAI dans les solutions assez traditionnelles de Customer Care, et on voit de plus en plus, même Aircall, je crois, a aussi investi récemment. Enfin voilà, il y a quand même un certain nombre de choses. Et quand on voit, par exemple, ce que fait ChatGPT 4o avec la voix et le presque temps réel de la réponse, on se dit que ça va. Il y a encore des nouveautés qui vont sortir assez rapidement. Il faut continuer la veille, quoi. Top. Une autre question, il me semble avoir vu quelqu'un. Merci beaucoup. Écoutez, les dernières semaines, on a vu un grand mouvement de la part du gouvernement qui voulait vraiment mettre le billet sur les compagnies françaises, sur l'IA. Et du coup, vous, en tant qu'acteur déjà de cette industrie, est-ce que vous vous préparez déjà à potentiellement un plan de scale, ou est-ce que vous attendez les premiers signaux verts pour vous dire let's go, il faut commencer à se préparer à ça et du coup à arriver en bonne position dans les années qui arrivent? Voilà, je suis trop vieux pour répondre à cette question-là. Je suis trop petite pour répondre à cette question-là. Je veux bien essayer alors. En quelques mots, nous on n'a pas attendu ça pour accélérer. Je pense que ça fait 8 ans qu'on essaie d'accélérer, qu'on accélère tous les jours et qu'on grossit aussi vite qu'on peut. On est très heureux que le gouvernement pousse encore plus et nous aide, etc. Mais c'est un accélérateur de plus, mais avec plaisir. Alors, je vais répondre un peu différemment. Effectivement, nous, on n'a pas attendu toutes ces annonces pour investir dans ce domaine-là, mais la réalité, c'est que ce qui nous freine le plus aujourd'hui, c'est les talents. Et du coup, quelque part, d'entendre qu'il y aura un vrai focus, un investissement dans la formation en France sur les sujets d'IA, etc., parce qu'on a des très bonnes formations, on a des très grands talents qui sont tous... attirés plutôt par des grands groupes américains, et on aimerait trouver un moyen d'avoir un marché qui soit plus un marché de talent qui soit peut-être plus fouillis, pour que nous, en tant que plus petite entreprise, on soit aussi attirante et qu'on puisse proposer des débouchés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus gros challenge finalement qui nous ralentit, qui ralentit notre croissance, c'est de trouver les talents qui nous permettent de faire, parce que des idées on en a plein, des projets on en a plein, le backlog, la roadmap elle est remplie pour les 5 prochaines années. Maintenant c'est voilà, moi j'ai 30 postes ouverts, j'arrive pas à les remplir. Donc ça vient comme une bonne nouvelle, mais ça va prendre du temps. Donc comment est-ce qu'on fait entre-temps pour upskiller les gens qui sont déjà dans le monde du travail, qui peuvent adopter ces outils-là et qui sont prêts, encore une fois, à venir rejoindre les entreprises de la French Tech, ou en tout cas venir renforcer les équipes des boîtes françaises. Je réponds par une question à votre question. Dans une entreprise, qui doit gérer la transformation intelligence artificielle? Ça tombe sous la responsabilité de qui? Et comment on peut structurer ça dans une PME ou dans une grande entreprise? Il y avait les mêmes sujets sur la data il y a quelques années. Oula, oui. Et il y a qui le doit et qui le fait en pratique. Dans l'expérience que j'ai actuellement des grands groupes, je pense qu'il y a une émergence dans l'IT d'un rôle data fort depuis quelques années. Dans un pôle IT de grand groupe, c'est un peu comme si on avait séparé le pôle IT en 3-4. Donc quelqu'un qui devient dédié à faire la data, qui historiquement manageait peut-être 10% du budget, 10 à 15% du budget IT, et qui là, il va prendre l'IA, il va manager 20-25% du budget IT. Donc c'est un des hommes forts du pôle IT de la boîte. Je pense que c'est un. Et deux, dans cette transformation-là, potentiellement, on a depuis des années des rôles de Chief Data Officer. Je vois les gens qui étaient des talents prometteurs et qui étaient sous ces Chief Data Officer qui deviennent des Chief AI Officer depuis quelques semaines ou mois. Et donc, ça, c'est je pense, une autre tendance. Après, là, je réponds peut-être un peu par le bas en expliquant comment ça arrive en ce moment. Je pense que quand on le regarde, par contre, en termes de transformation d'entreprise, c'est vrai que c'est un type de transformation dans lequel les arbitrages forts sont des arbitrages
productivité, de roadmap d'entreprise, de capacité effectivement à opérer des changements d'organisation associés à l'IA sur le long terme, où là, en fait, c'est que des discussions de COMEX qui ont lieu. Et en fait, des COMEX qui discutent de l'IA et dans lequel c'est le sujet numéro 1 tous les mois, il y en a littéralement, enfin, il y en a tout le temps en fait en ce moment. Et du coup, c'est de fait là le pilotage, parce que c'est dur d'imaginer que c'est entre guillemets une seule personne dans l'entreprise qui prend ça, sauf si c'est un Chief Operating Officer qui transforme toute l'entreprise. C'est une autre manière de le voir. Après, j'ai pas donné beaucoup d'informations finalement par des trucs évidents, j'ai l'impression. Mais genre, ce que je pense, c'est que ces postes-là, ils disparaissent sans disparaître. On devient Chief Digital Officer, Digital, maintenant ça devient Data parce que c'est plus important, puis maintenant ça devient AI. En fait, on est en train de parler de l'informatique, je veux dire, et de l'aspect le plus sympa. Ben non, mais c'est toujours à peu près la même chose. C'est quelle est dans la transformation par notre capacité à digitaliser l'univers et à le rendre automatique, quel est le poste qui est entre guillemets en plus en pointe sans être celui qui gère tout. C'est ce poste-là qui est pris par des gens qui sont souvent des profils qui aiment bien la transformation, qui ont un background analytique, qui savent mener des projets IT, et qui, souvent, en fait, les meilleurs, ce sont ceux qui ont cette capacité à bien comprendre les métiers, mais aussi à créer cet environnement un peu collaboratif dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de honner et de faire tous les projets par eux-mêmes. Ils arrivent à créer finalement une dynamique avec différents métiers pour leur permettre de prendre en main les projets, etc. Et ça, c'est ces acteurs-là, je pense que c'est à peu près toujours les mêmes, finalement, les mêmes personnalités, quasiment d'ailleurs les mêmes backgrounds, en fait, depuis 10-15 ans, en fait. Et du coup, si la question c'est est-ce que c'est les mêmes dans 5-10 ans, je pense que oui. Non, et je suis complètement d'accord, et je rajouterais juste dans les entreprises de taille plus modeste, où il n'y a pas forcément de Chief Data Officer en tant que tel. C'est une question que je me suis beaucoup posée, qui prenait le lead sur ces sujets IA, et en fait j'ai vu passer des cas de figure très différents. Parfois le DSI, et je parle d'un petit DSI, pas de grosse équipe DSI, qui s'est pris de passion sur le sujet et a pris l'initiative de lancer des workshops comités AI tous les mois au début, un peu plus maintenant, pour faire émerger, récupérer les idées. Pour récupérer, il ne s'est pas jeté sur la tech malgré son profil DSI, mais qui a eu l'intelligence de créer ces comités, ces échanges avec les équipes métiers qui ont fini par aboutir sur des cas d'usage très concrets, très précis et à valeur ajoutée pour l'entreprise, qu'il a du coup mis en œuvre derrière. Donc là on était côté DSI, mais pas du tout data. Et après, dans d'autres entreprises, des profils beaucoup plus métiers, direction marketing en l'occurrence. Et je pense qu'on voit le cas. Alors, direction marketing, j'ai un petit biais marketing de mon background, mais je pense que dans d'autres directions métiers, la même chose se produit. Un directeur qui a une impétence un peu tech, etc., qui va leader le projet, et qui va être à l'initiative d'eux. Alors après, il va falloir qu'il s'entoure de profils quand même assez techniques. Soit ça va rester sur des logiques complètement produits, c'est-à-dire que du buy de produits, etc. Et why not, ça peut faire des choses très très bien. Il y a de la formation, etc., de prompting à faire, mais ça peut faire des choses très très bien. Et du coup, s'il y a un besoin métier de basculer sur des projets beaucoup plus tech d'envergure, effectivement, à un moment, il faut une culture tech beaucoup plus forte que ça, sinon ça décolle pas. On va prendre une dernière question. Du coup, l'IA et le ML, ça existe quand même depuis très longtemps. Il y a toujours eu quand même un problème qui est la data source et les pipelines et la data quality. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec l'arrivée de la generative AI, il y a eu plus de lumière sur la data gouvernance et le fait de faire justement attention aux data qui transitent? Alors, je pense que oui, globalement. Après, il y a quand même, il y a quand même deux petits changements aussi. C'est dans l'IA, le ML, le machine learning, le deep learning, qui ont été évoqués. Alors, pas exclusivement, mais quand même majoritairement, les cas d'usage étaient sur de la donnée dite tabulaire, structurée. Et là, avec les modèles génératifs, encore une fois, pas exclusivement, mais beaucoup quand même, on est sur de la donnée non structurée, du texte et des images. Donc, c'est pas tout à fait la même nature de données, évidemment, il y a des overlaps.
et des contre-exemples de taille existent, mais c'est pas la même nature de données, donc les sujets de data quality sont pas, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes, enfin, c'est pas sur la même matière première. Et après, effectivement, dans la mise en place des cas d'usage d'IA générative et notamment les chatbots dopés à la connaissance interne, qui sont quand même une grosse partie des cas d'usage, effectivement, dans les retours d'expérience qu'on voit, les premiers retours d'expérience, c'est ça nous a permis d'identifier que notre documentation n'était pas à jour. D'ailleurs, on le savait, mais on avait la flemme de la mettre à jour. Bon, c'est l'occasion de la mettre à jour. Et accessoirement, on peut s'aider de l'IA générative pour la mettre à jour. C'est un cas d'usage à part entière. Mettre à jour la data. Pareil pour la data incomplète. L'IA générative permet aussi de générer de la data synthétique. Et pareil, l'IA générative peut aussi être un moyen pour améliorer du coup de façon directe ou indirecte cette data quality. Donc oui, ça a remis le sujet de la qualité de données, enfin remis, je sais pas, il a toujours été très présent, hein, mais effectivement ça met encore plus en lumière l'importance d'avoir de la donnée de bonne qualité pour faire des projets de bonne qualité derrière, sinon ça ne marche pas. Ouais, le problème de la technologie, c'est souvent elle met aussi en lumière nos failles. Et anecdote amusante, un de mes vieux clients, donc c'est une grosse entreprise Fortune 50, là, qui fait de la bonne data science depuis bien 10 ans. Quoi. Ils ont plein de modèles en prod, etc. Et un truc dont ils se sont aperçus, alors qu'ils sont quand même plutôt bien organisés en commençant à faire du text to SQL, quoi, par latadonnées, ce genre de cas d'utilisation, c'est qu'en fait leur data governance était pas vraiment bonne, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un peu des duplicats de tables partout, personne ne savait trop quoi, et du coup le text to SQL, il avait quand même un peu du mal à marcher. Et là, ils se sont grattés la tête, quoi. Ils se sont dit, ouais, c'est vrai. Alors là, maintenant, il faut qu'on fasse de la data governance pour de vrai. En fait, c'est vrai, quand on fait beaucoup de data science, on peut en faire beaucoup parfois au détriment d'avoir une gouvernance très stricte et forte sur la donnée, indépendamment des questions de sécurité, data privacy, mais juste en termes de qualité de l'information et de la documentation. Et là, du coup, ça les a mis devant ce fait qui était réel, quoi. Et je trouvais ça amusant parce qu'ils sont très très forts techniquement, ils sont très organisés, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y a le désordre est une chose très humaine. Super, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde qui touche à sa fin. Ce que je vous propose, c'est de participer au cocktail juste après. Et merci de votre présence.